Bonjour tout le monde. Trop contente de vous retrouver pour ceux que je vois régulièrement en ce moment avec les nombreux webinaires Lunch Lyon qu'on fait. Je vais partager mon écran, je vais faire une mini présentation et après je laisserai évidemment la parole à Laurélie avec toutes nos questions. Normalement là vous voyez bien mon écran. Donc ce qui va nous occuper pendant cette petite heure, ça va être de comprendre la situation business data science et de voir avec Laurélie comment faire de la data un vrai atout pour le business et comment le business peut faire de la data aussi un quotidien. Moi, j'aime bien savoir un peu qui vous êtes et je pense que Laurélie aussi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat. On a une petite règle qu'on peut se fixer ensemble pour la prochaine heure. C'est que vraiment, vous nous interrompez pendant qu'on parle. Vous n'hésitez pas, vous mettez toutes vos questions, tout ce qui vous passe par la tête. Pourquoi aussi vous êtes inscrit aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresse de savoir? Donc, est-ce que vous êtes dans le business, que vous êtes un entrepreneur? Est-ce que vous êtes en fait un experience data analyst ou scientist? Est-ce que vous voulez vous mettre à la data et c'est pour ça que vous êtes là? N'hésitez pas à nous dire, à partager, à raconter un peu vos problématiques au quotidien. Et nous, derrière, ça nous permettra de rebondir pendant la conversation. Et en plus, ça permet à chacun de se présenter, ce qui est quand même trop bien. Moi, pour la petite présentation, parce que je vous demande de vous présenter, je vais me présenter aussi. Je suis Annabelle, je suis entrepreneur, je suis la cofondatrice de Lyon, qui est, j'espère que vous le savez et que c'est pour ça que vous êtes là, une école qui cherche vraiment à donner les dernières pratiques, les dernières méthodologies et tous les outils pour que chacun puisse être performant dans son quotidien, d'où le sujet, vous le comprenez, de la donnée. Notre manière de faire, mais c'est pour ça qu'on dit qu'on forme l'avant-garde des employés, c'est que, évidemment, on fait de la formation, mais pas avec des profs, des coachs, des personnes plus traditionnelles. On va prendre uniquement des experts, des personnes du terrain qui tous les jours sont confrontés en fait aux problèmes qu'ils viennent résoudre directement pendant nos cours. Et du coup, vous voyez, Laurélie va nous parler, vous allez voir tout à l'heure, vraiment de son quotidien, c'est ce qu'il y a et c'est ce qu'on cherche à faire chez Lyon. C'est vraiment à comprendre en fait la réalité pragmatique de ceux qui font tous les jours et se dire comment moi je peux me l'approprier et le faire dans mon quotidien. Pour ça, évidemment, toutes ces compétences, on a plein de programmes différents. On forme on met gros hacking, mais digital marketing, en fait, à tout ce qui est produit, au leadership. On vient de lancer, et on a déjà eu une belle promo sur tout ce qui est Web3, parce que c'est hyper important aujourd'hui d'un peu comprendre ce qui se passe. Et quand je dis un peu, c'est parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à décrypter, mais nous, on prend des experts qui ont décrypté, en tout cas, suffisamment pour que ce soit compréhensible pour nous et qu'on se dise, OK, s'il doit y avoir des opportunités business aujourd'hui, c'est lesquelles et comment moi je les saisis. Et évidemment, on forme à l'acculturation, à la data, vraiment prendre possession des sets de données, savoir le mettre au cœur de son quotidien et savoir un peu manipuler et aussi trier les données. C'est important, on en parlera avec Laurélie. C'est pour ceux que ça intéresse, mais de toute façon, on pourra vous les envoyer, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà nos prochaines dates de formation, comment ça se passe. On a du live, du hybride, parfois c'est en présentiel. Ça dépend un peu. Vous pouvez regarder aussi, de toute façon, notre site. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est nos prochains rendez-vous. Vous pouvez nous suivre. On a plein de différentes choses sur Meetup. Et comme ça, vous voyez tous nos événements, vous en loupez aucun. On est évidemment extrêmement présent aussi sur LinkedIn et sur notre site internet qui est important. Sur la data, on a un événement la semaine prochaine. Et donc, n'hésitez pas dès mardi sur les requêtes SQL qui va être en fait sous forme d'atelier. On va vous faire faire vos premières requêtes sur des bases de données qu'on a nous, évidemment, ne vous inquiétez pas, avec un outil assez bien pour un peu désacraliser le truc et ça peut être sympa aussi. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre mardi. Alors voilà, je vais laisser la parole à Laurélie. Parce que pourquoi j'ai décidé de t'inviter, je vais te laisser te présenter, hein. Là, on a mis ton CV en ligne, Laurélie, mais de toute façon, désolé, il y a une faute d'orthographe, Laurélie, il y a un E à la fin. Euh, il y a, c'est important pour moi de t'avoir et c'est trop cool, merci beaucoup, parce que j'aime bien ton background en fait, à la base business, qui derrière s'est dit, OK, je vais aller me mettre dans la data science et finalement aujourd'hui, comment tu fais le lien tous les jours
à côté des équipes grosses de vestiaire collective. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, le lien qu'il y a entre les deux et de ne pas être le data scientist tout seul dans sa tour d'ivoire. Et puis, j'avoue que j'ai écouté des podcasts de toi et que j'ai trouvé que tu étais extrêmement pédagogue et que tu en parlais extrêmement bien. Et du coup, je suis très contente de t'avoir. Ce que je te propose d'abord, je vais arrêter de présenter et on va voir juste nos deux petites têtes. C'est de te présenter, que tu nous racontes un peu ce fameux parcours dont j'ai un tout petit peu dévoilé et peut-être que tu nous dises du coup ce qui t'amène aujourd'hui à t'occuper de la data science chez Vestiaire Collectif. Carrément, bah, merci pour cette belle intro, je suis flattée. Ça se voit pas beaucoup, mais je rougis un peu. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici pour vous parler un petit peu de ce que je fais au quotidien et que j'aime beaucoup parce que je trouve que bon, je suis un peu biaisée, mais c'est un peu le meilleur métier du monde. Et du coup, juste pour revenir un petit peu sur mon parcours, moi j'ai à la base un parcours d'école de commerce plutôt classique. J'ai fait une prépa, j'ai été en école de commerce. J'avais fait une prépa qui était axée sur les maths et en arrivant en école de commerce, j'aimais bien. Ça m'a un peu manqué en fait les maths et je voulais un peu retrouver cet aspect un peu de rigueur, de résoudre des problèmes, d'orchestrer des choses. Donc c'est pour ça que quand il a été temps de choisir mon métier, je me suis plutôt basée, je me suis plutôt tournée vers des métiers d'analyste parce que ça me rappelait un petit peu ce que j'aimais dans les maths. Qui était vraiment la rigueur, la construction, aller répondre à des problématiques. Donc c'est là-dessus que je me suis tournée. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai été de plus en plus frustrée par les outils. J'ai commencé en tant que business analyst, j'étais sur Excel. J'avais des bases de données qui étaient de plus en plus grandes et en fait, Excel ne pouvait pas me permettre de faire ça. Donc, j'ai commencé à apprendre à coder en SQL. Et ça, tu l'as fait toute seule de ton côté? Je l'ai fait toute seule de mon côté, un petit peu au début un peu par hasard et puis après j'ai trouvé ça rigolo et j'ai continué à faire ça. Et du coup, je suis passée de business analyst à data analyst chez Google sur des sujets marketing que j'aimais bien. Et puis une fois que j'avais cette brique un peu SQL, je me suis dit ah ouais mais il me manque quand même une brique un peu construction, une brique manipulation des données un petit peu différente. Donc j'ai commencé à apprendre à coder en Python. Et j'ai trouvé ça encore génial. Donc, du coup, je me suis dit, ah bah, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai continué sur du Python, puis je suis tombée dans les modèles de machine learning où là, ça revenait aux maths et aux probabilités, aux statistiques. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que j'aime faire. Et ça revenait un petit peu sur mon parcours. Et du coup, je me suis orientée vers la data science pour ça, parce que ça bouclait en fait la boucle de ce que j'aimais faire, de ce qui était le plus naturel en fait pour moi. Ok, c'est marrant, j'ai un peu le sentiment que tu me décris une histoire d'amour. Tu es tombée dans la donnée et au fur et à mesure, tu as fait des trucs, c'est trop cool. Ok, et comment, enfin, tu peux, après, je sais que tu as travaillé chez Rakuten. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'était quoi ton scope? Et aujourd'hui, c'est quoi ton scope chez Vestiaire Collectif? En fait, mes scopes chez Rakuten et Vestiaire Collectif sont à peu près similaires. C'est des situations qui sont un peu similaires, qui est en fait que je travaille dans une équipe marketing et mon rôle, c'est maintenant toutes les bases data ont été faites. Donc, il y a une architecture data qui est faite dans les deux entreprises. Il y a des analystes qui ont déjà pu pousser des initiatives, qui ont compris un petit peu qui sont les clients. Moi, mon rôle, c'est d'aller plus loin, en fait. C'est de dire quelles sont les initiatives qu'on peut faire pour vraiment maximiser le potentiel des données qu'on a. Maintenant qu'on a cette base qui est solide, comment on maximise en fait ce potentiel-là? Donc mon rôle, ça va vraiment être d'accueillir les besoins marketing ou business de manière générale, donc d'entendre tous les stakeholders se plaindre un peu et dire ah, moi je suis un peu frustrée par ça ou ça marche pas bien ou là j'ai l'impression qu'il y a un problème mais je sais pas trop quoi. De les écouter et après de traduire ça en projet liées à la donnée. Donc, ça va être soit de l'analyse, soit du machine learning, soit des stats, mais un projet qui est vraiment lié à ça et qui va répondre, en tout cas qui essaye de répondre parfaitement à leurs problématiques pour les aider à aller plus loin et à optimiser, et surtout dans les problématiques marketing, à optimiser le ROI, parce que je pense que c'est un peu le Saint Graal que tous les marketeurs et les gros hackers ont, qui est comment
j'ai une frappe chirurgicale sur mes clients, comment j'arrive à maximiser en fait mon impact, mon reach et ma conversion derrière. Et c'est là où j'essaye d'intervenir. Ok, trop bien. Et justement, moi, je t'avoue, comme ça, j'ai mis un petit sondage et il y a des personnes qui, la plupart disent qu'ils sont appartiennent au business plus qu'à la data. Donc, je pense que c'est pas mal de faire un peu un. Tu peux nous dire un peu, et on l'a vu un peu dans ta trajectoire, en fait, tu as fait de la data analyse, puis tu es passé à la data science. C'est quoi la différence? Comment toi, tu travailles avec les data analysts? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de différent d'un data scientist que d'un data analyst? Euh, pour moi, l'analyse que j'aime bien, enfin la métaphore que j'aime bien avoir quand on parle de data analyst versus data scientist, c'est qu'il y en a un qui regarde le passé pour pouvoir expliquer le présent et un autre qui va regarder le passé et le présent pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Donc c'est un peu les deux. Donc le data analyst, c'est le passé présent et le data scientist, ça va plus être l'avenir. Mais un data analyst, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de comprendre ce qui se passe dans le présent à partir des données, de ce qu'il a pu voir dans le passé, des patterns qu'il pourrait trouver, de comment la donnée se distribue, etc. Et il va pouvoir en sortir des tendances, en fait, des propositions d'explication. Comme vous, quand je sais pas, vous avez eu un problème et que vous vous dites, ah oui, mais non, en fait, c'est vrai qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et c'est vrai qu'en fait, bah oui, ça peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Ou comme dans les films, quand vous avez une fin où vous dites, ah mais oui, mais j'avais tous les indices, en fait, dans le film, et ah mais oui, l'explication, le dénouement, il est juste hyper cohérent. Donc c'est ça, c'est un peu rétro-engineer, en fait, ce qui est arrivé pour comprendre le présent. Et ça, c'est le boulot d'un data analyst. Un data scientist, il va aller un cran plus loin. Il va peut-être être moins dans l'explication du passé, mais il va quand même regarder ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir appliquer les patterns trouvés à des situations futures. Donc, par exemple, ça va être des sujets qui reviennent assez souvent. Moi, je travaille sur des problématiques e-commerce, donc c'est un peu le nerf de la guerre, mais c'est de se dire, est-ce que le client qui est venu une première fois sur ma plateforme, qui a fait un premier achat, est-ce qu'il va revenir en fait? Est-ce qu'il va revenir et avec quel potentiel? Et du coup, je vais aller regarder tous les clients qui sont similaires, donc donner une définition en fait de ce que c'est qu'un client similaire par rapport à un client donné. Est-ce que c'est par rapport à ses comportements sur le site? Est-ce que c'est par rapport à ses achats? Est-ce que c'est par rapport à sa catégorie socio-professionnelle ou sa catégorie sociale, son genre, etc., son âge? Donc, qu'est-ce qu'une similarité en fait dans les clients et qu'est-ce que je peux déduire en fait des groupes similaires pour pouvoir les appliquer sur le futur. Donc, si est-ce que mes groupes similaires sont cohérents et est-ce qu'ils sont assez cohérents pour me dire, je pense que la tendance, c'est que ce groupe-là va avoir tendance à revenir et à beaucoup dépenser sur le site. Par contre, ce groupe-là va avoir tendance à faire qu'un seul achat, plutôt petit et pas vraiment revenir. Donc, c'est pas ceux qui nous intéressent en priorité. Focalisons-nous pour les prochains mois sur ce groupe-là, quoi. Ok. Exactement, c'est ça. Juste pour rester sur ton expérience là, chez Vestiaire Collectif, vous êtes organisé comment? Alors nous, on a une équipe qui est, en fait, on a une équipe data et l'équipe marketing. L'équipe data, elle est divisée en trois. Elle est divisée en data science, en data engineer, donc ils sont vraiment sur tout ce qui est architecture de la donnée, aller récupérer les données de différentes sources, les agréger, pouvoir les mettre en table pour qu'on puisse aller coder en SQL, voilà, derrière. Et on a aussi une équipe qui s'occupe plutôt du produit, de l'analyse, de l'A/B test, etc. Donc ça, c'est comment l'équipe data est organisée. Et moi, en fait, je suis pas vraiment dans cette équipe, mais je suis détachée, on va dire, de cette équipe, euh, dans l'équipe marketing, mais qui travaille avec les trois fonctions. Je vais travailler beaucoup avec les data engineers parce que, en fait, c'est eux qui me donnent Ta base de données, quoi, ton travail. donc, il faut que je m'assure que bah, j'ai bien les bonnes données, qu'elles soient bien, qu'elles fassent sens, qu'il ne me manque pas des choses, que je les ai bien agrégées, que, en fait, je vais beaucoup travailler avec eux pour construire aussi et donner une idée de ce dont j'ai besoin pour pouvoir justement faire tous ces projets de classification des bailleurs, etc. Donc, je leur donne un peu des specs
ma liste au Père Noël. Voilà, moi j'aimerais tel type de données, tel type de données. Est-ce que vous pourriez m'avoir ça? Et je travaille avec eux pour justement avoir ce plan un peu parfait. Et ensuite, je vais aussi travailler avec les équipes data science, déjà parce que bah, j'ai pas envie d'être un îlot data science toute seule dans un océan marketing. Et c'est bien d'avoir des pairs qui peuvent aussi challenger ce qu'on fait et qui peuvent aussi me donner une perspective un petit peu différente sur mes projets que moi, j'avais pas forcément en tête. Et du coup, je vais pas mal travailler avec ces deux équipes-là pour m'assurer que j'ai un projet qui soit cohérent d'un point de vue business, parce que ça reste mes boss, mais qui soit aussi cohérent d'un point de vue data et qui puisse être intégré sur le long terme. Alors, il y a Cédric, tu dis, pourriez-vous revenir sur les différents rôles de l'équipe? Bah, là, c'est les... Oui, alors en fait, donc dans l'équipe data, on a data science, data engineer et data product. Les data engineers, les data pardon, scientists vont plutôt être axés sur le produit, donc tout ce qui est recommandation du site, tout ce qui est amélioration de la recherche, tout ce qui est amélioration de la vitesse, tout ce qui est en fait pricing, puisque chez Vestiaire Collectif, par exemple, le nerf de la guerre, c'est pour un client savoir un petit peu à quel prix il peut mettre son produit, puisque quand vous revendez quelque chose, vous voulez être sûr de le revendre, vous voulez tirer un profit maximum, vous voulez qu'il se revende facilement aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu la bonne fourchette, le sweet spot pour pouvoir le vendre facilement pour vous au meilleur prix et dans un contexte qui convient à tout le monde. Donc c'est ça aussi sur lequel les data scientists vont pouvoir aider. Donc ça, c'est vraiment sur la partie plus produit, là où moi je suis plus business. Les data engineers, eux, c'est vraiment juste l'architecture. C'est déjà un gros morceau. Ouais. C'est l'architecture des données, c'est l'optimisation aussi, parce qu'il y a toute une question de stockage et de volume des données et de combien on paye pour pouvoir stocker ces données, récupérer ces données, comment on peut agréger d'autres sources de flux sans que ça fasse tout péter. Donc, en fait, vraiment, la question de l'architecture et de la gestion de la donnée au quotidien, ce qui est déjà un gros morceau et je pense que c'est nerf de la guerre. Enfin, sans eux, en fait, moi, je serais incapable de faire ce que je fais. Donc, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et la dernière équipe, c'est une équipe vraiment data produit qui va s'occuper plutôt des A/B tests, donc surtout produits. Mais à chaque fois qu'on va vouloir lancer une nouvelle feature, à chaque fois qu'on va vouloir, je sais pas moi, tester des choses sur le produit, une bannière, une nouvelle couleur, une nouvelle manière de montrer les produits, voir en fait quel va être l'impact sur nos principaux KPIs, donc qui peuvent être la conversion, mais aussi les KPIs un peu personnels, donc de page per views, etc. etc. Donc, c'est ces trois équipes-là qui sont un peu organisées de cette manière et chacun a des rôles très spécifiques au sein de ces trois équipes. Et toi, tu es la seule en maillon détaché, entre guillemets, ou tu as d'autres gens dans l'entreprise qui ont le même rôle que Alors, toi dans d'autres équipes? il y a d'autres analystes qui sont détachés. Je pense que je suis la seule data scientist à être détachée. Euh, Et, euh, et j'en profite, mais c'est marrant parce que c'est ce que tu disais, enfin ce que tu me racontais hier quand on en parlait, c'est que parfois tu as aussi d'autres équipes et d'autres départements qui viennent te chercher, la finance, parce qu'en fait ça concerne tout le monde de pouvoir faire ce genre d'analyse. En fait, c'est vrai que l'équipe data science chez Vestia, elle est très axée produit en fait, et pas ce que j'appelle moi la decision science, donc la prise de décision pour un petit peu tous les départements business. Comment on va aider les départements à vraiment prendre les décisions les plus éclairées possibles. Donc, pas prendre les meilleures décisions, mais avoir un maximum d'informations pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles à un instant T. Et c'est vrai que la data science a un gros rôle là-dedans. Et c'est pour ça aussi que effectivement, on va aussi me demander de travailler plutôt sur les business plans ou en fonction des besoins, d'aider à faire des projections, d'aider à sur certaines problématiques. Ok. Les questions, ne vous inquiétez pas, je vais les poser au fur et à mesure, mais elles vont arriver dans notre conversation, donc c'est parfait. Moi, du coup, je voulais un peu voir avec toi dans les différentes expériences que tu as pu avoir, un peu tes grandes leçons pour favoriser, en fait, et que ça soit ou promouvoir et que ça se passe bien, la relation business-data.
tu dirais que c'est OK, il y a 3 trucs à retenir, 3 idées à avoir en tête, c'est lesquelles? Je pense que la première, ce serait vraiment que, en tout cas dans mes sujets, parce que produit, je pense que c'est encore différent, mais dans mes sujets, je pense que la demande doit vraiment partir du business et se transformer en projet data plutôt que le business demande à la data qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour eux. Et je sais que ça paraît un petit peu contre-intuitif parce que en tant que business, on se dit c'est eux les experts et ils doivent avoir plein d'idées, ils ont plein de modèles, donc comment ils peuvent nous aider? En fait, je pense que c'est aussi un petit peu au business de venir, pas forcément avec des idées de projet, dire on a besoin d'un modèle sur ça parce que dans la plupart des cas, c'est pas forcément super pertinent par rapport à leurs besoins, ce qui est normal, mais plutôt de dire en fait, moi, ma problématique, c'est ça. J'ai ces blocages et ces blocages-là. Comment vous pouvez, quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place ensemble pour pouvoir améliorer mes blocages? Et je pense que c'est plutôt ça, c'est que ça doit partir des besoins business et être transformé en projet data et pas appliquer des projets data à des besoins business, parce qu'en général, ça ne marche pas. Et tu auras un exemple de choses que tu as vécues comme ça, où tu te rendais compte qu'en fait, on faisait des analyses dans le vide, où c'était pas utilisé, ou en fait, ça correspondait pas à débloquer un blocage. Enfin, débloquer un blocage. Chez Rakuten, j'avais travaillé, un des projets sur lesquels j'ai travaillé en tout premier, c'était l'optimisation des campagnes Google Shopping. Donc, comment on présente nos produits au mieux pour qu'il y ait plus de vues, plus d'impressions, plus de clics, plus de conversions derrière. Et c'est vrai que donc c'était avant que j'arrive, ils avaient travaillé avec notre équipe Data Science au sein de Rakuten. Et au lieu de vraiment essayer vraiment de présenter l'outil, côté business, au lieu de présenter l'outil et de donner un petit peu les spécificités de l'algorithme Google Ads qui faisait qu'ils avaient des blocages à un instant T, ils ont juste dit, bon, en fait, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est avoir plus de conversions sur ce canal-là. Ce qui fait que pour un data scientist qui est un mec brillant et qui a un PhD, un ingénieur qui avait fait Polytechnique, mais qui n'avait jamais vraiment travaillé dans le business, ça a été une situation où ils se sont pas forcément très bien compris parce que le data scientist de son côté a essayé d'appliquer ce qu'il connaissait et les modèles qu'il avait déjà vus par rapport à ces problématiques-là, mais qui n'étaient pas en fait les vraies problématiques du business, mais qui étaient plus une idée un petit peu globale de on a ça, data science va pouvoir nous aider. Pour le faire. Et du coup, effectivement, ça s'est résulté en un projet qui a duré 2 mois pour l'équipe Data Science, qui n'a pas été implémenté, donc une frustration un peu des deux côtés, parce que forcément, quand on travaille 2 mois sur un projet qui n'est pas implémenté et pas compris par une équipe business, on est frustré. Et quand l'équipe business, de son côté, elle attend 2 mois pour avoir quelque chose qui ne correspond pas à les attentes, elle est aussi frustrée. Donc, en fait, ça donne des frustrations des deux côtés, là où, effectivement, je pense que laisser vraiment travailler avec le business pour dérouler un peu la plot de leurs besoins, c'est un peu clé dans ça. Justement, il y a pas mal de questions sur la communication business data et tu as une question est-ce que tout le monde a accès aux données au sein de l'entreprise? Est-ce que tout le monde peut manipuler les données, créer ses KPI, son dashboard? Alors, oui et non. Non, tout le monde n'a pas accès aux données, déjà parce qu'il y a une première barrière qui est SQL. Donc, effectivement, si on ne sait pas comment utiliser SQL, c'est déjà plus compliqué d'avoir accès aux données. Par contre, il y a des dashs qui sont mis en place, donc tout le monde peut voir les dashboards et peut sortir ses Excel et tout le monde a une manière plus ou moins directe d'accéder aux données. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait une query en SQL dans une base de données, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Et donc, du coup, il faut savoir aussi, je pense qu'au-delà de savoir coder en SQL, il faut savoir comment optimiser ses queries pour pas faire 15 queries qui vont coûter 100 euros ou 1000 euros ou parfois plus la query parce qu'on ne sait pas trop comment faire ou parce qu'on pense que ça va être rapide. Et donc, du coup, c'est aussi ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont limiter un petit peu l'accès aux données parce que ça coûte cher en fait. Ça coûte de l'argent d'extraire de la donnée. Et d'expérimenter, quoi. Et d'expérimenter. Donc, on veut
laisser en priorité ça aux personnes qui sont en mesure d'avoir ça en tête et de pouvoir faire au mieux avec cette contrainte-là, sans dire non, 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 vous sortez. Enfin, moi, j'ai jamais été limitée dans mon nombre de queries, mais c'est vrai que parfois, j'ai fait des queries qui ont chiffré assez facilement et assez rapidement, et on se dit oulala, 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 est-ce que est-ce que ça passe ou est-ce que je vais me faire taper sur les doigts? Ouais, d'où le fait de s'être posé avec le business et d'être sûr qu'on comprend l'enjeu business derrière et qu'on ne Exactement. se lance pas dans une analyse. Il y avait une question de Cédric aussi sur, du coup, en tant que data scientist, vous utilisez quels outils au quotidien? Et est-ce que tu travailles avec des web designers, des webmasters? Alors, sur la deuxième partie de la question, non, je travaille pas avec des web designers et des webmasters. Moi, personnellement, parce que je suis pas intégrée produit. Donc, du coup, effectivement, mes modèles, ils vont être, leur finalité, ça va être plus de donner des insights à mes stakeholders business, ou alors de faire peut-être des petites choses interactives, mais qui vont pas demander un webmaster, qui vont juste demander 2, 3 lignes de code de mon côté. Mais qui seront jamais vraiment très design. En tout cas, c'est pas mon job actuel. Par contre, effectivement, je pense qu'il peut y avoir des cas de data scientists qui travaillent sur le produit, qui vont aussi travailler avec des webmasters pour voir comment on intègre bien leur modèle de manière design dans une page. Et je pense qu'il y a aussi des côtés un petit peu plus dev d'intégration pour des data scientists dans un site. Mais effectivement, c'est pas mon cas. Et sur les outils, bah, c'est assez varié. En fait, mes outils au quotidien, ça va être mon extracteur de données. Donc, chez nous, c'est Snowflake, dans lequel je vais pouvoir faire des queries en SQL. Et ensuite, ça va être des notebooks. Donc, moi, j'utilise Jupyter Notebook pour ceux qui connaissent, pour vraiment travailler sur ma donnée, etc., pour pouvoir expérimenter, analyser. Donc, ça, c'est mes outils un petit peu plus quotidiens. Mais après, on a tous les outils de data warehouse, de comment on va pousser notre code, etc. Donc, c'est une palette d'outils assez large et assez technique. Si vous voulez que je rentre plus dans le détail, on peut, mais globalement, c'est vraiment extraire les données, les analyser. Donc, ça va être les différents Et outils pour pour ça. justement le côté rendre compte de ce que tu as fait, donc tu vois, comment les modèles sont rendus, sous quel format, ça c'est parce que ça c'est une partie du moment où tu donnes au business ou même à toute l'entreprise un peu bah voilà sous quelle visualisation tu le fais et comment tu le fais ça. Bah, ça, en fait, comme je travaille avec les business, je m'adapte vachement à leurs outils et aux choses qu'ils utilisent au quotidien parce que mon but, c'est que puissent utiliser, c'est que, enfin, en tout cas, Ça moi, rentre dans leur quotidien en fait. exactement. Et en fait, moi, j'aime pas travailler trop longtemps sur un projet. Pas, enfin, si ça le demande, bien sûr, mais j'aime pas une fois que, enfin, si je peux tout automatiser, je le fais. En fait, l'idée, c'est qu'une fois que j'ai terminé mon projet, je veux plus qu'il y ait besoin de moi pour pouvoir l'utiliser, pour que ce soit interactif, etc. Je veux que les personnes soient complètement autonomes sur l'utilisation de ce que je fais. Après, bien sûr que s'il y a des bugs ou s'il y a des choses qui ne marchent pas, bien sûr que je m'en occupe, mais l'idée, c'est pour moi de faire quelque chose et puis de passer à autre chose et de travailler de projet en projet. Donc, les outils, ça va vraiment être, ça va pas faire rêver, mais ça va être de l'Excel et du PowerPoint pour les analyses. Donc, vraiment intégrer, en fait, envoyer ce que je fais et mes analyses directement dans de l'Excel via du code et directement dans du PowerPoint via du code. Mais c'est vraiment là-dessus que sont mes rendus. Et parfois, je vais avoir des petites pages web quand je veux quelque chose qui soit un tout petit peu plus interactif et qui soit un tout petit peu plus complexe. Mais ça reste pas vraiment Ouais, c'est la majorité des cas. ad hoc et exceptionnel par rapport à ton quotidien qui va être d'aller se mettre dans les PowerPoint et dans les Excel. Exactement. Après, de manière en code, hein, c'est pas du tout, on essaye, Tu fais pas ça à la mano, ouais, ouais. je fais pas ça à la mano, mais c'est vrai qu'effectivement, mes stakeholders, c'est leurs outils, et moi, mon but, c'est de m'adapter à eux aussi, donc c'est vraiment de faire ça. Nous, on n'a pas d'équipe data, on est encore en train de se structurer sur ces choses-là et tout, mais là, ça me fait rêver d'entendre ça, de me dire, ah, si je pouvais avoir la data qui arrive direct, quel bonheur. Et du coup, il y a une question là-dessus de Pierre-Paul. Merci pour ta présentation qui explique que lui, ça a été aussi difficile et frustrant de voir les interfaces data dédiées et le lien business data
avec souvent, il a vu des équipes business modifier des données à la source, donc tu peux plus faire les choses bien, etc. Donc, ce qui l'intéresse, ça serait un peu que tu nous dises quelles pourraient être les méthodes mises en place pour éviter de se mettre en silo et aussi comment tu évites parce qu'il peut y avoir plein de requêtes quand on grandit et on structure. Et ta priorisation, comment ça marche? Je pense un peu d'éducation des équipes business, évidemment, mais... Oui, alors c'est un peu le positif et le négatif de mon job, c'est que bah, je suis toute seule et que au début, bah, forcément, les équipes business, c'est pas qu'elles comprennent pas trop l'intérêt, c'est qu'elles ont un peu de mal à voir ce que je peux faire et comment je peux les aider au quotidien. Et en fait, plus je partage mon quotidien avec eux, qu'on discute, puis on est dans la même équipe, donc en fait, qui s'intéressent. Enfin, il y a plein de manières d'apprendre à connaître aussi ce que je fais, d'apprivoiser un petit peu ce que je fais. Plus ils ont de sujets. Donc, c'est génial parce que ça montre à quel point mon job est important et qu'il est apprécié. Donc, moi, je trouve ça toujours trop cool. Et aussi, en même temps, bah, c'est vrai que je suis toute seule à faire ça, donc je ne peux pas gérer toutes les demandes de tout le monde à la fois. Sinon, effectivement, j'aurais pas assez de temps pour dormir. Donc, comment je priorise? Ça va être un mélange de plein de choses. Déjà, ça va être à quel point ça rentre dans la roadmap stratégique de la boîte? Donc, est-ce que c'est des projets qui vont vraiment faire avancer cette roadmap-là ou qui seront peut-être un tout petit peu plus annexes par rapport aux gros projets de la boîte? Donc, ça va rentrer. Il va y avoir le temps aussi que je vais passer dessus. Est-ce que c'est 2 mois ou est-ce que c'est 2 heures? Et forcément, si je peux faire un truc rapide en 2 heures, je vais avoir tendance à le prioriser si c'est important. Sinon, on voit comment on le priorise. Et aussi, et je pense de manière un petit peu plus importante, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de moi pour faire ça? C'est un peu le point, c'est que parfois, en fait, les équipes business vont avoir tendance à mettre un peu tout dans le mot-clé data. Et du coup, en disant, ouh, ça, c'est data, il y a des chiffres, donc c'est l'Aurélie qui va le faire. Et du coup, c'est aussi à moi de les aider et de les aiguiller sur, OK, en fait, ça, avec Excel, tu peux déjà avoir des premières idées pour être sûr que déjà tu es dans la bonne direction et que ça peut être un projet intéressant. Donc, peut-être que ta V0, c'est ça, en fait, d'aller extraire ça. Si tu veux, je peux te faire la query ou tu peux aller directement chercher les données là-dedans. Et tu peux déjà commencer à faire ça. Si on voit qu'il y a un blocage sur tel point, bah, peut-être qu'en fait, là, ce serait intéressant pour moi de rentrer dedans, mais je vais aussi les aider à être, Être autonome. être plus autonome sur certains sujets quand j'estime et pour la V1, ils n'ont pas tout à fait besoin de moi. Et en général, c'est jamais mal pris. Je pense que c'est juste qu'ils ont pas forcément lui, ils se sont tout de suite dit oulala, oulala, il nous faut quelqu'un, il nous faut quelqu'un pour nous aider. Et en fait, quand on découpe un petit peu le sujet, ils se rendent compte qu'ils sont tout à fait capables de le faire eux. Donc Ouais, mais d'où l'importance de désacraliser aussi ce mot data, de comprendre qu'on peut tous la manipuler à notre échelle, hein. Tu vois, elle est collectée dans plein d'endroits. Tu peux, à la rigueur, te dire j'ai besoin de telle ligne, telle colonne et telle chose. Et après, toi, te débrouiller et faire plein de choses avec. Et du coup, te solliciter toi euh, en te challengeant. J'ai déjà fait ça, mais je veux l'étape d'après. Et donc, dans ces cas-là, mais c'est tout l'enjeu des formations data des équipes business un peu, hein. Et pas que business d'ailleurs, parce que tu as la finance, les RH, c'est hyper important aussi. Non, c'est des bonnes choses. Trop bien, merci. Ta première leçon, OK, business, data, etc. Là, tu dirais que ta deuxième grande chose que tu t'es dit en tant que data scientist au contact des équipes business, c'est quoi? C'est que ça va paraître un peu contre-intuitif, mais c'est que le machine learning, c'est pas toujours la bonne solution pour répondre aux problématiques business. Ça ne veut pas dire que je suis pas utile dans certains cas. Je pense que dans tous les projets que j'ai bossés, j'ai été très utile. Mais les outils qu'on va utiliser, en tout cas qui sont dans mon arsenal, qui vont être la data analyse, mais aussi la statistique et la modélisation, même si en tant que data scientist, je vais avoir tendance à préférer la modélisation forcément et à me dire que c'est un peu le nerf de la guerre. Souvent, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément soit la première étape, soit l'étape la plus utile. En gros, l'idée, c'est
moi, mon job, et parfois, il faut aussi que je fasse ce travail-là sur moi parce que parfois, j'ai envie de faire des choses excitantes et je vois des choses assez complexes que j'ai jamais fait, que je pourrais appliquer à un certain sujet. Mais c'est aussi me dire, bah, est-ce que c'est pour me faire plaisir ou est-ce que c'est vraiment le besoin business? Et donc, du coup, aussi de se réfréner et de se dire, bon, bah, je pense que pour l'instant, ils n'ont pas forcément besoin de ça tout de suite. Si jamais ça marche pas, on fera mon truc excitant, mais on va commencer par quelque chose de beaucoup plus simple et d'essayer de pas tuer une mouche avec un bazooka, quoi. Vraiment d'être dans quelque chose, la meilleure solution, Mais, même si c'est pas forcément la plus sexy pour moi. tu m'étonnes. Et est-ce que tu aurais un exemple concret de choses comme ça où parfois on s'attend à aller faire un grand modèle, un truc incroyable, et en fait il fallait prendre une autre solution? Je crois que tu m'avais parlé d'un exemple chez Rakuten. Ouais, une des choses qui, bah, c'est de saison en plus, s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent dans le e-commerce, mais une des grosses problématiques d'un e-commerçant, c'est de savoir quels sont, et surtout chez Rakuten, Vestiaire Collectif, c'est encore un peu différent, mais euh, chez Rakuten, c'est de pouvoir optimiser la supply, en fait, être sûr qu'on ne soit pas en rupture de stock sur des produits qu'on sait qui vont très bien marcher. Donc, une des questions qu'on me posait souvent, c'était est-ce que tu peux nous dire quels sont les produits qui vont le plus se vendre au Black Friday et à combien d'exemplaires on va en vendre? Et ça, c'est quelque chose qui est faisable avec des modèles, bien sûr, mais qui est assez compliqué à faire, en fait, qui est assez long, qui est assez compliqué, qui est de toute façon jamais faisable dans la fenêtre de temps impartie, parce que Ouais. aussi, je pense que les, les équipes business, parfois, nous voient un petit peu comme des super-héros qui peuvent faire des choses assez rapidement avec de la donnée, mais sauf que dans les cas, c'est pas forcément vrai. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, on va juste, je comprends le besoin, on va juste se poser, qu'est-ce qui est le plus urgent, en fait? De quoi vous avez vraiment besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un chiffre très précis au produit près ou plus d'un ordre de grandeur? Est-ce que vous avez besoin vraiment du top 10 ou peut-être d'une liste des produits qui sont susceptibles de mieux marcher? Et du coup, est-ce qu'on a aussi le droit à une marge d'erreur? Quel type de marge d'erreur on peut avoir? Donc aussi pouvoir se dire, OK, là, on ne pourra pas faire quelque chose de parfait et parce que ben, c'est pas forcément C'est pas faisable, utile. c'est pas utile. Est-ce que c'est utile de faire quelque chose de parfait? Est-ce que c'est faisable? Et du coup, comment on va orchestrer tout ça pour se dire, OK, bah, ce qu'on fait, c'est on va aller regarder l'analyse des produits qui ont le mieux marché, des types de produits qui ont le mieux marché dans le passé. On va aussi aller regarder via des API Google qu'est-ce qui est le plus demandé dans les produits en recherche cette année pour aussi coller ça par rapport à ça. Et puis sur la supply, en fait, essayer de projeter un peu le nombre de produits qui sont vendus par catégorie et voir si on ne peut pas extrapoler ça à certaines catégories de produits. Donc, faire des choses où en fait on sait que c'est pas parfait, on sait que de toute façon en étant en partie avec ce qu'on a à disposition on pourra pas le faire parce qu'il y a aussi beaucoup d'inconnus dans les produits. Parfois il y a un produit qui sort la veille de Black Friday et c'est les C'est pas nouveaux bon. AirPods et en fait ils sont géniaux parce qu'ils ont quelque chose qui n'avait pas les AirPods d'avant et donc en fait on va en vendre 10 fois plus que les AirPods de 3 qu'on a encore en stock. Donc il y a aussi beaucoup d'inconnus là-dessus. C'est aussi ça un peu ménager pardon, les attentes et faire quelque chose qui va coller à la problématique au mieux et qui ne sera pas une réponse parfaite. Trop bien. Il y a une question justement par Cédric. J'imagine que chez Rakuten, vous avez diverses problématiques en tant que data scientist. Est-ce que tu maîtrises plusieurs modèles ou chaque data scientist a son pôle de compétences? Ça va dépendre de la boîte, ça va dépendre du nombre de data scientists dans la boîte, ça va dépendre de plein de choses. Chez Rakuten, on était déjà un peu plus avancé, donc effectivement, on avait plus Pôles. des problématiques et des compétences un petit peu différentes. Moi, je suis plus du coup orientée et spécialisée decision science, donc ça veut dire aussi plein de choses il y a plein de modèles. Je n'utilise pas qu'un modèle au quotidien. Il y a déjà un grand arsenal, mais j'avais un de mes collègues qui était plus spécialisé
NLP, donc tout ce qui est Natural Language Processing, donc comment on va, en fait, il travaillait dans l'équipe SEO, et son objectif, c'était d'optimiser, au fait, notre ranking dans Google de manière naturelle, en utilisant des modèles de machine learning ou de deep learning pour pouvoir réussir à faire ça. Donc, je sais pas, créer des textes automatiques, des descriptions automatiques sur certains produits en utilisant certains modèles. Enfin, voilà, chacun va avoir des problématiques très différentes. Après, il y a aussi beaucoup de data scientists qui ne sont pas forcément spécialisés et qui sont très, très bons. Donc, ça va vraiment dépendre de la boîte et des Et des appétences. enjeux sur lesquels on travaille aussi. Exactement. J'imagine. Ouais, ok. Justement, alors je vais faire un petit passage directement parce que tu viens de parler de decision science. Tu m'as dit que c'était un peu ton dada, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que revêt ce terme, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire derrière et qu'est-ce que ça veut dire pour toi au quotidien aussi? La decision science, ça va un peu s'opposer, enfin s'opposer pas diamétralement, mais ça va un peu s'opposer à la data science en termes de produits et ce qu'on a un petit peu en tête. Je pense que quand on pense data science, on pense audio, on pense à Google Home, on pense à Alexa, on pense aux robots automatisés qui peuvent parler et qui peuvent interagir avec nous. On pense à des choses assez complexes. On pense aussi, je pense de manière plus terre à terre, à des recommandations Netflix ou Spotify, etc. Et ça va vraiment être des choses qui vont être intégrées dans le produit et qui sont hyper intéressantes et qui sont vraiment tout à fait passionnantes. Et moi, je vais un peu aller de l'autre côté qui est, en fait, moi, je ne veux pas appliquer mes modèles à un produit, mais moi, je veux appliquer mes modèles et mes insights à la prise de décision. Donc, en gros, ce que c'est de dire comment on applique le travail de la donnée à la prise de décision stratégique. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, comment on va aiguiller ces stratégies 2023 par rapport aux patterns qu'on peut voir chez nos clients, par exemple, ou comment on va optimiser notre marketing autour des différents personas qu'on peut avoir de nos clients qu'on aurait vu par la donnée, etc. Donc, c'est plus, moi, la manière dont je vois mon job, c'est de donner toutes les cartes possibles, donner toutes les informations nécessaires à la prise de décision la plus pertinente, en fait. Ouais, en fait, tu es dans la science au service d'un business et d'un besoin et pas dans la recherche fondamentale. Exactement, c'est ça. Ok, je comprends. Ouais, hyper intéressant. Et tu avais une troisième leçon, un peu de, ok, les choses qu'il faut plus que j'ai en tête ou. Je pense qu'une troisième leçon, c'est se dire qu'on n'a pas la réponse à tout. En fait, Encore heureux. La science a-t-elle quelque chose à nous dire? c'est ça, c'est que je pense qu'il y a une des misconceptions en fait du business par rapport à la donnée, c'est de se dire les data scientists ou les data analysts, ils vont pouvoir avoir des réponses à toutes nos questions et c'est génial. Et dès qu'on a un blocage, on va être là-dessus. Et en fait, non. On a la réponse à, je pense, la plupart des cas, mais il y a beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup d'inconnus, de choses qu'on peut pas vraiment, dont on peut pas avoir des réponses très facilement. Et je pense notamment à un sujet où à chaque fois que je vais dans une boîte, on me pose exactement la même problématique et à chaque fois, je réponds, en fait, c'est pas vraiment possible. Et je le montre, c'est pas du tout de la mauvaise foi, mais c'est vrai que chez Rakuten, comme chez Vestiaire Collective, un des travaux sur lesquels on me demandait de prendre part, c'était d'estimer le chiffre d'affaires de l'année, en début d'année, pour pouvoir savoir, en fait, à combien on va atterrir, avec une toute petite, avec une marge d'erreur la plus faible possible. C'est des choses que moi, en tout cas, j'ai jamais réussi à faire. Dans mes recherches, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait réussi à faire ça. Et ce qui m'aiguille aussi sur le fait que c'est peut-être pas aujourd'hui possible de le faire, c'est que je me dis que ça, c'est un peu le nerf de la guerre pour n'importe quelle entreprise. Ouais, Et que tu m'étonnes.
quelqu'un avait craqué ça, il y aurait des startups, des licornes qui seraient spécialisées Déjà en là-dedans. train de vendre leurs produits. Je vous dis combien vous faites l'année prochaine. Exactement. Et du coup, je me dis, Les ah fonds oui, d'investissement aussi, ils seraient trop contents. exactement. En fait, je me dis que si jamais quelqu'un avait réussi à craquer ça, mais c'est le roi du pétrole. Et d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui a réussi à faire ça, mais envoyez-le vers moi. On crée une opportunité de business de ouf, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est que le business a tendance à penser que bah, le machine learning, c'est assez magique et qu'on peut répondre à toutes les problématiques, que les modèles, c'est assez génial. Et en fait, parfois, il y a eu un petit peu de désenchantement par rapport à ce qui a été produit. Ou voilà, j'ai fait des réunions assez absurdes où quand je travaillais chez Rakuten, j'avais une réunion avec mon mentor côté data science et un des exécutifs du Japon. On présentait un petit peu ce sur quoi on avait travaillé comme projet, mon mentor et moi, en termes de data science appliqué au business. Et du coup, on a présenté différents projets qui marchaient. On a présenté justement le projet de projection du chiffre d'affaires sur une période donnée en expliquant pourquoi ça n'avait pas marché, quel était notre degré d'erreur, pourquoi on pensait qu'en fait on ne serait pas capable de le faire parce que, bah, pas pour des compétences techniques, mais vraiment parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prédire, la concurrence, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas prédire. Et on s'est dit, bon, ben, on va tuer le truc en disant qu'on l'a fait et que c'est pas possible. Et en fait, on a passé l'heure restante à parler de ce projet-là en disant, ah, mais l'exécutif du Japon disait, ah, mais c'est hyper intéressant. Pourquoi, enfin, faites-le, quoi. Et on était là avec mon mentor à se dire, bah, en fait, Non. enfin, on a été 3 sur le projet, on a tout essayé. Ça, c'est le max qu'on peut faire et c'est clairement pas suffisant. Donc, c'est pas possible. Et c'est vrai que des magiciens avec une baguette magique. exactement. Et c'était une situation complètement absurde. C'est marrant. Euh, Tu as une question de Julien justement sur cette decision science, alors un peu plus que sur en double. Est-ce qu'il faut prendre les différentes décisions avant d'avoir les résultats des indicateurs? Je pense un peu sur l'exécution, parfois ça peut mettre un peu de temps. bah, ça dépend. En fait, on peut savoir quelles sont. Enfin, je pense ce qu'il faut prendre, c'est vraiment quelles sont les questions qu'on se pose avant de se dire quelles sont les décisions à prendre. Mais du coup, quelles sont les questions qu'on se pose et essayer d'avoir justement, moi en tout cas, le moins de biais possible. C'est-à-dire que si je sais Ouais. que l'entreprise, elle veut partir dans ce sens-là, bah, j'ai deux solutions. Soit j'essaye de prouver que c'est la bonne décision, soit j'essaye de prouver que c'est pas la bonne décision. Mais en général, la plupart du temps, c'est la réponse D dans ce genre de situation. C'est assez difficile de dire c'est oui ou c'est non. Parfois, en fait, on se rend compte que c'est complètement à côté, en fait, que le truc à faire, il est complètement à côté. Donc, moi, j'essaye plutôt de prendre un petit peu les problématiques et d'essayer de ne pas avoir de biais, justement, dans ma recherche de données et d'être la plus vaste possible. Donc, c'est un peu ça. J'essaye de pas prendre la décision, mais plutôt la question. Ouais, bah, en fait, ouais, c'est de pas penser à la réponse, mais vraiment repenser au problème et est-ce qu'on y répond. Pas Et je mal. pense sincèrement que si je prenais la réponse et que j'essayais d'aller dans un sens ou dans un autre, je ne ferais pas bien mon métier. Donc, j'essaie de ne pas faire ça aussi. T'as raison. Non, non, mais c'est un très bon truc de penser à ça plutôt que t'es pas là pour la réponse, t'es plus pour là pour le problème et est-ce qu'il est résolu et est-ce qu'on continue Exactement. à l'aborder là. C'est un super Exactement. bon problème mindset qui est tellement important en fait pour tous les métiers. Il y avait une petite question, comme on arrive à la fin et qu'il nous reste 5 petites minutes, de Cédric sur parlant de SEO. Je suis consultant SEO, je me forme à la data science, je n'ai pas de réel background en statistique ou proba. Pensez-vous qu'on peut faire ce métier sans avoir de compétences en stats? Alors, ça dépend ce que tu appelles compétence en stats. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un master, un bac plus 5 en stats pour pouvoir faire ce métier-là, en tout cas pour pouvoir appliquer des modèles qui sont déjà tout prêts. Par contre, je pense que c'est toujours important d'avoir un minimum de compréhension, ne serait-ce que des statistiques et des probabilités en général, ne serait-ce que parce que
dans du SEO, tu vas être sûrement amené à faire des A/B tests par rapport à tes modèles. Et du coup, la base des A/B tests, c'est quand même beaucoup de stats. Donc, c'est pas des stats très compliqués, c'est pas des stats qui sont insurmontables du tout, mais ça reste de la stat. Donc, je pense que ça vaut la peine quand même de se renseigner là-dessus. Sinon, tu auras toujours un espèce de blind spot sur ce que tu fais. Et c'est quand même mieux d'avoir des petites connaissances en stats pour pouvoir exercer ce métier. Ouais, clairement, se former à ça, quoi, et apprendre un peu sur le. C'est pas grave de pas avoir le background, mais d'apprendre maintenant, c'est possible aussi. Exactement. Ok, super intéressant. Moi, j'avais une petite question que je t'avais posée hier et tout, c'est un peu comprendre en fonction de quand tu es au business et que tu te dis j'ai besoin de telles données, etc. Comment aujourd'hui, tu me dis que la visualisation, elle est en fonction des métiers, en fonction des choses. Vous utilisez des outils de data visualization, si oui, lesquels? Et est-ce que chaque équipe se refait son propre dashboard ou vous essayez d'uniformiser? Ça se passe comment? Alors nous, on utilise Tableau en DataVis. Mm. Et après, les dashboards, ils sont pas forcément en termes d'équipe chez nous, mais plutôt en termes de KPI. Donc, ça va vraiment être sur, on a des objectifs assez clairs de new buyer, de chiffre d'affaires, de new depositor, donc les personnes qui vont ajouter des vêtements ou des choses à vendre sur le site. Donc, on a des KPI qui sont assez clairs et on a des équipes qui sont plus ou moins dédiées, même si parfois et souvent c'est cross-team sur certains KPI. On va avoir des dashs qui vont être plutôt orientés KPI que team. Donc, ça va vraiment. Est-ce qu'on essaye d'unifier Je sais pas, honnêtement. C'est pas dans les enjeux, en tout cas. C'est parce que parfois, en tout cas dans les différents problématiques que tu vois sur les équipes business souvent, et les problèmes, c'est soit on dit, bah, en fait, infobésité, il y a trop de data, il y a trop de choses, soit en fait, on se met à multiplier les dashboards et on sait même plus lesquels on suit. Mais en fait, si effectivement, tu as une logique de KPI pour les afficher, c'est un peu différent parce que ça veut dire qu'il y a tes North Star et c'est ça qui est suivi et tout le monde est un peu au diapason. Donc c'est une bonne technique pour mettre un peu d'uniformisation là-dedans, je pense. Oui, alors je m'en attribue pas du tout le mérite, c'était là bien avant que j'arrive, hein. Donc oui, mais effectivement, je pense qu'on a aussi ce problème chez Vestiaire et pareil chez Rakuten d'avoir trop de dashboards et donc d'en avoir beaucoup qui sont obsolètes. Voilà. Et que certaines personnes continuent d'utiliser. Donc, on a toujours des moments un peu absurdes de t'as pas les mêmes points de données que moi. Et de se rendre compte qu'en fait, quelqu'un était en train de regarder depuis 2 mois quelque chose qui n'est plus du tout à jour. Donc oui, on a forcément ce problème-là. En fait, ce que je vois, que j'observe, que je trouve assez cocasse, c'est que du coup, on est revenu à l'Excel et on a notamment une scorecard qui est suivie par, qui est justement qui résume tous les North Star KPI au jour le jour, à la semaine, par région, etc., qui est suivie par la plupart des équipes. D'où l'Excel. Chacun peut l'ouvrir, tout le monde peut le suivre, on connaît tous. Exactement. Donc, c'est génial, ça crache. Et depuis que je suis arrivée, ça fait 6 mois, on est à la 7e version de cette scorecard qui est exactement la même, mais comme elle a craché, en fait, on la copie dans un autre Excel. Donc c'est génial. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire en termes de dash, c'est vraiment d'avoir par KPI, c'est quand même le mieux. Ok, bah écoute, merci beaucoup, hyper intéressant. Je vais retenir ce mot à la fin qui est de comment tu arrives à simplifier et penser problème. En gros, c'est ça que je retiens. Bah merci Laurélie. Est-ce que tu as, s'il y a des dernières questions, il nous reste 2 minutes. Infobésité, merci pour ce mot. Non, il est pas mal ce mot, moi j'aime bien. Infobésité, on n'en peut plus de l'information. Il y en a partout, comment on la trie. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion, une dernière chose où tu te dis, OK, demain, pour un data qui va commencer dans une boîte, comment il fait pour comprendre un peu la maturité data peut-être de la boîte et... Mais je pense qu'un des indicateurs de la maturité data de la boîte, c'est de voir combien de personnes travaillent en data et comment elles sont organisées.
Je pense que en général, on essaye de commencer par des data engineers parce qu'on essaye d'aller chercher de la donnée, de construire une base de données. Une fois qu'on a ça, on va avoir des data analysts qui vont pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui se passe et pouvoir nous donner un petit peu du quotidien. Et une fois que les bases et le reporting sont assez clairs, on va pouvoir construire d'autres choses avec des data scientists et aller à l'étape supérieure. Donc, je pense qu'un bon indicateur de la maturité donnée d'une boîte, c'est vraiment qui travaille et sur quels outils ils travaillent. Si vous disent que c'est une boîte data et qu'ils sont tous sur Excel, fuyez, c'est faux. C'est pas vrai. Donc, enfin, si ça vous intéresse, en tout cas, retournez, courez, ne regardez pas derrière. Ou construisez l'équipe data de A à Z. Construisez l'équipe data de A à Z, mais du coup, embauchez des data engineers d'abord. Et oui, je pense que c'est un bon indicateur. En général, enfin, c'est quand même assez avancé, que ce soit chez Rakuten ou que ce soit chez Vestiaire Collective. Avoir une personne comme moi qui met de la data science au service du business, c'est aussi un bon indicateur de l'avancée de la boîte. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés un petit peu à un blocage de ce qu'ils pouvaient faire avec des data analystes et qui voulaient manger encore plus de données et avoir encore plus d'infos utiles, pas de l'infobésité du coup. Ouais, Mais exactement. c'est aussi un bon indicateur de la maturité data de ce genre de boîte. Ok, bah trop bien, hyper intéressant. Bah merci beaucoup Laurélie, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. N'hésitez. Ah, il y a une dernière question. J'allais dire au revoir. Des exemples de tâches courantes que vous avez automatisées. Oui, quelque chose que j'avais fait, que j'ai pas fait chez Vestiaire parce que c'était fait, mais que j'ai fait chez Rakuten, c'est par exemple quand je travaillais avec l'équipe acquisition et notamment sur tout ce qui est Google Ads, etc., envoyer des emails automatiques tous les jours pour dire quelles sont les performances, combien on a dépensé, combien on a reçu, comment vont nos KPI et aussi envoyer des alertes si jamais on voit qu'on n'a pas assez dépensé ou qu'on a trop dépensé ou qu'on est bien en dessous de notre objectif, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez rapides à mettre en place en fait quand on code un petit peu et qui sont des vrais besoins côté business en fait, parce que il faut quand même en général une demi-heure, une heure pour faire ces checks à la main. Donc ça permet au business de faire des choses. Et sinon, autre chose qu'on a automatisé, là comme ça j'ai pas d'exemple, mais j'en ai fait beaucoup en fait. Ok, il demande si c'est des librairies Python pour le faire. Les librairies Python classiques. J'ai pas créé de librairie pour le faire, mais en général, pour les besoins, honnêtement, pour les besoins business, des librairies Python toutes simples, elles suffisent. Hein. Donc, pas aller chercher de la grosse librairie, mais Pandas, NumPy et OS, ça marche très bien. Bah, trop bien. Bah, merci beaucoup, Laurélie. Nous, on a l'habitude de faire, mais là, il y en a plein qui sont déjà allés déjeuner. Mais on fait un petit rôti sur est-ce qu'on a passé un super moment, tout ce qu'on a appris. Et moi, je mets un 5. C'était trop bien. Non, j'ai appris plein de choses et j'aime bien ce côté, en fait, faire simple et arrêter de vouloir apporter des solutions. On va juste réfléchir aux problèmes. Et je pense que c'est comme ça que tu réponds à ton consommateur, en fait. Voilà, c'est très bien résumé. Moi aussi, je mets 5 d'ailleurs. Voilà. Et à 4,99, 9,999, c'est pas mal. On est bon. Ok, bah merci beaucoup à tous. C'était super. Et Laurélie, bah à très bientôt. À très bientôt. Salut, Ciao. au revoir tout le monde. Bye. Bye.